Salut Zef. Salut David, salut Allez, la Ducati. Panigale V4S, dernier modèle. Voilà, le modèle 2021. Alors il évolue pas énormément, il passe aux normes Euro 5. Ce qui est déjà bien. Voilà, ce qui est déjà pas mal, avec le nouvel échappement. Une électronique un peu plus affinée, en fait un peu plus pointue, avec plus de possibilités, des fois que... Hein, Il n'y en a pas assez avant. Ouais, avant c'était un peu brouillon, quoi. Donc là maintenant c'est plus... Puis il y a de l'électronique jusqu'à l'amorto de direction. Voilà, jusqu'à l'amortisseur de direction, Öhlins, ce qui est la particularité, une des particularités de la V4S par rapport à la V4 standard. Puis on a cette nouveauté 2021, la V4 SP. C'est toute noire avec les filets rouges. Bon, là la V4S, voilà, Euro 5, c'est amortisseur de direction électronique. Les poignées chauffantes. Très important sur une sportive. Bah ouais, et ça nous mène en fait à notre essai d'aujourd'hui qui n'est pas de savoir ce que vaut la Panigale V4S à 180 sur les départementales. Donc tu as fait que de la ville à 50 km/h pendant tout l'essai. Tu me connais. Voilà. Non mais en gros oui c'est ça, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça ressemble de rouler tous les jours pendant exactement 13 jours là, avec cette moto au quotidien. Et puis qui est une moto juste exceptionnelle. Tu le rappelais, ces Arco qui s'entraînent actuellement à quelques secondes d'intervalle par rapport au MotoGP avec cette machine. C'est ça, Johan Zarco ne pouvait pas rouler avec sa Ducati Pramac là, de MotoGP pendant l'hiver, donc il a pris une Ducati, bon, une Panigale V4 un petit peu préparée quand même, hein, avec des pneus slick, etc. Et il s'entraînait avec ça, je crois, à Jerez. Il a roulé peut-être les premiers jours au Qatar, enfin je ne suis pas sûr, mais en tout cas il a roulé sur circuit, c'est sûr, avec ça. Et il était en gros à 4 secondes d'une MotoGP, des meilleurs temps d'une MotoGP. Et je me souviens en 2003, j'avais fait un essai GSX R1000 à Jerez avec Randy Mamola qui était encore fringant à l'époque. Ouais. Lui, donc pilote de Grand Prix aussi, hein, il était à 8 secondes de MotoGP. Donc l'écart s'est réduit de moitié en fait entre une moto de série un peu préparée et avec un pilote de Grand Prix et une MotoGP avec évidemment un pilote de Grand Prix aussi. Donc on râle sur des prix de moto qui sont aux environs de 30 000 voire au-dessus de 30 000 euros, mais en fait c'est pas cher du tout parce qu'on est très près, de plus en plus près des motos de Superbike et de GP. Bah ouais, t'as raison. Alors c'est pas cher, c'est cher dans l'absolu, mais en relatif non. 28 890 euros là pour la V4S, quand même. Donc c'était mon quotidien pendant 15 jours, mais ça ne peut pas l'être à l'année. Je peux pas. Et c'est aussi ça qui en fait une exception. Et mais pourtant, on a rencontré un monsieur là, juste avant de passer. Alors lui, il avait on a croisé un gars, une R1M dans son garage et une V4R. Et une V4R. Histoire d'alterner. Il disait que la R1M était un petit peu plus facile sous la pluie que la V4R. 60 000 euros dans le garage. Bon, bah, un homme heureux, quoi. On en ferait autant si on pouvait. Et donc sous la pluie, c'est bien. Sous la pluie, oui, évidemment, parce que on a des pneus de fou, hein, des Pirelli Super Corsa de dingue, l'électronique, et puis cette rigidité, cette précision type sportif, quoi. Et plus peut-être encore la Panigale que les autres. Je pense que ce qui le déstabilise lui un peu plus par rapport à sa R1M, c'est ce moteur quand même encore un peu rugueux, un peu méchant. Il y a encore du V2 dans ce V4, parce qu'il a un calage particulier qui le rapproche en sensation des bicylindres, et puis c'est un V4, alors que la R1 c'est un 4 cylindres en ligne. Donc rien à voir en termes de sensation. Voilà. Plus de caractère ? Plus de caractère quand même, qu'une R1. Même si la R1 aussi a son calage crossplane particulier, mais non, il y a plus de caractère là, il y a du Ducati, quoi. Tu sais, depuis la 851 des années 80 jusqu'à aujourd'hui, on a ce truc Ducati, même dans les Monsters. Cette espèce de coup de piston, les coups de piston qu'on ressent tout le temps, et puis ce bruit rauque. Parce que je ne sais pas comment elle a été homologuée cette moto-là, mais le son qu'elle fait, c'est génial. Une Aprilia V4, elle a aussi un gros son, mais c'est pas ça, c'est pas cette espèce de gros son rauque caverneux, quoi. Donc ça te transperce jusqu'au fond de la moelle. Ouais, bah tu vois, pour revenir donc à l'essai quotidien, c'est ça aussi en fait qui fait que tu prends du plaisir, quoi. Les gens l'entendent, ils se retournent, ils la regardent, ils sont scotchés. En fait, t'es flatté, quoi. C'est ça aussi qui fait une moto d'exception. Hein. C'est qu'à un moment, tout le monde, tu vois, là, avant qu'on commence le tournage, il y a déjà 2 personnes qui se sont arrêtées. Et c'est vrai qu'elle est quand même super belle. C'est la première chose qu'on voit, elle est belle. Elle est super belle. Alors moi, je trouve que les appendices là, aérodynamiques, donc c'est le kit Aéropack.
les ailerons Les sur ailerons. le côté, qui donnent 30 kg d'appui D'appui. à 270 km/h. Que tu as Super. testé Bah bien sûr. ouais. À En 80. Allemagne hein, quand même. Voilà, c'est ça. Hier. Hier. Ok, bon, outre l'ironie du fait, je trouve pas ça très joli. Moi. Mais c'est le seul truc. Moi je trouve Non, que ça mais donne du style. c'est subjectif. Après, l'énorme avantage du V4, c'est que ça peut faire des motos fines. Et c'est ça aussi qui fait la beauté, je trouve, de cette moto, c'est qu'elle est fine. C'est pas une GSX R1000 avec son gros réservoir Ouais. ou même une ZX 10R avec les moteurs qui débordent. Là, on a un V4, hein, donc c'est plus cher à faire, un banc de cylindre devant, un banc de cylindre derrière. D'extérieur, à première vue, c'est pas facile de deviner qu'il y a un V4 là-dedans quand même. Non. Malgré le fait qu'on ait cette partie si particulière avec un haut de cadre en aluminium et puis le reste du moteur, les carters moteurs qui font la rigidité. Ça aussi, c'est la particularité de la Panigale V4 qui a abandonné son premier monocoque. Et Donc il y a plein de choses tu comme le ça ressens en fait. en termes de conduite, ça fait quoi comme différence? Ce qui est génial en fait, c'est cette agilité qui est là, malgré sa puissance débordante, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a juste 214 chevaux là, qui sont là, qui se baladent, pour seulement 195 kg tout plein fait. Donc on est largement plus de chevaux que de kilos. Et on est plus léger que des 600 d'il y a 20 ans. Bah, qu'une 600 bandit, que Par exemple. le repère des motards connaît bien quand même comme moto. Ouais. Oui. Et voilà, ce qui fait le plaisir, c'est cette agilité. Donc au début, moi je suis parti avec, je me suis dit, bon, wow, enfin ça fait un moment que j'ai pas roulé sur une sportive, il fait encore un peu frais, je me suis pas dérouillé de l'hiver. Et puis en fait, il y a cette précision, cette facilité, malgré tout, parce qu'elle est fine, parce qu'elle est légère, malgré le pneu arrière de 200 quand même, mais qui est bien pincé. On voit que le Super Corsa est très rond, quoi. La moto s'emmène beaucoup plus facilement qu'une sportive japonaise. Bah, même en ville, le quotidien c'est ça, hein. Périurbain, petite route, ouais, on virevolte, on s'amuse, elle se laisse emmener, quoi. Et puis, c'est typique aussi des sportifs très haut de gamme, plus on va vite, plus elle se rigidifie. Et c'est comme si elle vivait, quoi. C'est une contraction des muscles, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je suis pas fou, hein, je suis pas tombé sur la tête. Donc il n'y a pas besoin de toutes les électroniques où la moto elle se modifie, elle s'adapte, intelligence artificielle, version Kawasaki qui s'adapte au pilote. En fait, de toute manière, la structure technique, mécanique de la moto joue déjà ce rôle-là. Tu peux mettre toute l'électronique que tu veux sur une moto. Les piliers fondamentaux, c'est partie cycle moteur. Ouais. Et puis une conception, répartition des masses, trait sur l'avant. Enfin, et en plus, là, sur cette nouveauté 2021, la fourche est un petit peu plus basse, donc on a une moto encore un peu plus basculée. Tout est étudié au millimètre. Ducati d'expérience en superbike, en MotoGP, ça fait je sais pas combien d'années qu'ils font des sports, de décennies. Et en qu'ils font des MotoGP, il y a des sportives. pilotes qui ont eu du mal quand même avec la MotoGP Ducati. Est-ce que tu as eu du mal au quotidien à conduire ça, justement? Non, au contraire. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est une prise en main assez facile. Alors, il faut accepter la position parce qu'on est très en contrainte quand même, hein. Ça fait partie des contraintes qu'on sait à l'avance, quoi. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà ce que je voulais dire. Tout ce qu'on peut s'imaginer, bon bah c'est ça. Avec même une surprise assez agréable, dans une agilité à 20-30 km/h, et puis bien sûr un peu au-delà. Et quand on va très vite, en fait, ça se transforme en précision, en rigidité, en moto de course, quoi. Tu es en train de Qui me bouge dire plus. que ça ressemble à une 600, mais avec la puissance d'une... C'est ça. C'est vrai? C'est exactement ça. Avec de l'électronique en plus, anti-patinage, anti-wheeling, gestion de frein moteur. Alors on peut rentrer dans le tableau de bord TFT là. C'est assez facile, hein. Par le Komodo, on rentre dans les riding modes. Donc nouveauté 2021, dans le riding mode race, on a race A et race B maintenant, hein. Ouais, c'est Histoire important. d'être un peu plus pointu parce que quand on se joue à 2 dixièmes, c'est important quand même d'avoir Ces ce détails. mode race A. Tu vois. Non, franchement, moi j'ai paramétré le frein moteur parce que ça, je trouve ça important. Moi, j'aime pas qu'il y ait trop de frein moteur. Ça, on peut le régler. L'anti-wheeling, il laisse la moto se lever un peu et en plus, il est progressif, il n'est pas brutal. D'accord. Donc, ouais, quand on veut vraiment taper dedans, elle est là, quoi, elle répond. Mais quand on veut se balader type motard normal, quoi, comme on est tous les jours quand on se déplace, ça va. Le seul truc qui est insupportable, c'est la chaleur dégagée par le moteur. Oui, on l'a senti. On est en plein hiver. Donc en fait, c'est voulu par Ducati. Il y a les poignées chauffantes et il y a le moteur chauffant. C'est ça. C'est ça. Il y a tout chauffant, ouais. Sauf que les poignées chauffantes, on peut les arrêter. Là, non, on peut pas. Non. C'est la différence. Donc voilà. Alors bon, maintenant, on va peut-être aller voir en En pratique. vrai, ce que ça donne. Bon, Ouais, allez, je te laisse mettre ton Et casque, puis, les on gants, se fait l'équipement. une petite conclusion, quoi. Ça marche. Bien sûr, rouler à moto
au quotidien. Ce qu'on appelle au quotidien, c'est souvent parce qu'on va pas se mentir. Personne aujourd'hui roule tous les jours avec une sportive et a fortiori une Ducati Panigale V4S. Mais voilà, ce que j'appelle rouler au quotidien, c'est forcément se retrouver en ville, en zone périurbaine, sur des petites routes défoncées, entre des voitures, au feu rouge. Mais avec une sportive, c'est toujours un peu plus ardu, parce que, évidemment, il y a la position de conduite. Alors la Ducati est radicale, donc la position de conduite est très sur l'avant, mais elle a cet énorme avantage d'être légère et fine grâce au V4. Donc, on l'enserre facilement, c'est pas comme une GSX-R 1000 qui s'impose, qui a le réservoir large, qui oblige à écarter les bras. Là, on a plusieurs positions possibles, puisque la selle monoplace est longue et large, le réservoir est très fin, donc on peut s'avancer, l'enserrer avec les genoux, plutôt se tenir sur les repose-pieds, pas trop contraindre les poignets, puis de temps en temps on se met sur les avant-bras pour soulager les jambes, etc. Qui dit sportive, dit sport, évidemment. Alors, cette légèreté, c'est aussi le gage de son habileté. Malgré son large pneu arrière de 200, elle se faufile, elle est agile, elle est facile. Elle a l'énorme avantage d'être à la fois très maniable et très stable. En fait, plus on roule vite, plus elle se tend. C'est quand même une musculature sportive, quoi. Et là, rentrer dans les virages, c'est un bonheur parce qu'elle est hyper précise. Elle vire d'un bloc. Elle est malgré tout facile à relever ou à repencher. Donc au niveau partie cycle, c'est parfait. Même pour passer entre les voitures, on choisit une trajectoire, elle s'y tient, ça bouge pas. On sent bien les retours de suspension, on sent bien le train avant, il est hyper rassurant. Il n'y a pas de lourdeur. Là, on sent vraiment tout le bénéfice des décennies d'expérience de Ducati. Donc cette partie cycle, elle convient hyper bien à ce moteur qui est dingue. Alors, qui dit V4 dit souvent moteur couplé dans l'imaginaire. C'est complètement faux. Un V4 au contraire, c'est souvent assez pointu. Et typiquement la Ducati Panigale, donc son V4 1100 cm3, il n'échappe pas à la règle. Voilà, il fonctionne surtout en haut. C'est-à-dire qu'en gros, il fonctionne entre 11 000 et 14 000 tours. Donc, raison de plus pour aller l'exploiter sur circuit. Donc là, je roule Koulos. Enfin, Koulos. Je suis au 3e, à 6 000 tours minute. Et je suis à 95 km/h au compteur. Il me reste 3 rapports à passer, je suis même pas à la moitié du contour. Donc à mi-régime là, on a quand même du coffre, mais c'est pas non plus hyper impressionnant. C'est pas cette espèce de tambourin énorme qu'on connaît sur la Monster qui à mi-régime faire sentir les 2 pistons qui boxent. Non, là on a 4 pistons, donc c'est assez souple évidemment, 4 cylindres, mais pas très impressionnant à mi-régime. Malgré tout, même au quotidien, ça reste un moteur génial. Souple, disponible, avec beaucoup de puissance en haut, plaisant, du caractère, une vraie sportive quoi. Je reviens sur la position de conduite, on est bien allongé, mais malgré tout la bulle est tellement petite, alors elle est très courbée, mais elle est très courte, très petite, que la protection c'est vraiment pas terrible. Les rétroviseurs, très lisibles d'ailleurs, ne sont pas trop larges, donc on arrive à se faufiler. Alors le freinage, ça c'est génial. Il est évidemment hyper puissant avec les étriers radio monobloc style EMA. Brembo, c'était attendu. Mais surtout, il est très progressif. C'est-à-dire que sur une chaussée un peu glissante, où il y a des raccords, hop, avec 2 doigts, on essaie de doser. Il se dose très bien. Il est progressif. La fourche accompagne le transfert de masse avec progressivité aussi. On a d'excellentes suspensions. Un petit peu raide évidemment, mais encore une fois, c'est une hyper sportive. C'est tout à fait normal. Et puis voilà, on a son décolle. Alors au frein arrière, l'ABS se déclenche un peu rapidement. Alors évidemment il y a tout ce qu'il faut, l'anti-wheeling, on peut modifier aussi régler plutôt le niveau de frein moteur. Moi je l'ai mis, donc c'est l'EBC, je l'ai mis au niveau 2 parce que moi j'aime bien avoir pas trop de frein moteur, garder un petit peu d'élan dans les virages. Et puis l'anti-patinage, il se déclenche très progressivement, il n'y a pas de brutalité. L'électronique est hyper maîtrisée, elle est à la fois douce et efficace, donc ça c'est parfait, c'est vraiment au niveau de la moto. Même l'amortisseur de direction Olin,
est raccordé à l'électronique, c'est-à-dire qu'il est progressif, hein. Il varie selon l'agitation qu'il ressent, l'agitation du guidon. Mais le petit tableau de bord TFT qui s'adapte à la luminosité est hyper lisible. Dommage qu'il manque quand même une jauge d'essence. Il est juste en voyant. On peut faire à peu près une quarantaine de kilomètres. Alors quand je dis dommage, c'est d'autant plus dommage que la moto consomme quand même pas mal. Je suis en moyenne à 7,8 litres au 100, en roulant parfois un peu vite. Et là d'un coup, la consommation grimpe. L'indicateur de consommation instantanée, c'est pas rare qu'il monte à 10 litres au 100. En gros, je fais le plein tous les 120, 130 km à peu près en moyenne. Donc ça, c'est à rajouter au budget aussi. Enfin bon, quand on a eu les moyens de mettre les quasiment 29 000 euros de la moto, de toute façon, on sait à quoi on s'attend. Bon alors Zef, ça donnait quoi ce long tour, et puis surtout pour toi qui, en fait, tu fais tous les essais de sportifs au quotidien, sachant que tu as été pilote en endurance quand même, donc les sportifs tu les connais bien. Ouais, j'ai passé un peu de temps dessus. Ouais. Dans tous les sens du Plusieurs terme. 24 heures. Et puis j'en ai eu perso beaucoup parce que quand j'étais jeune, j'achetais que ça. Et puis ensuite, dans ma carrière d'essayeur, j'en ai essayé énormément jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Pour répondre clairement à la question qui est un peu le fil rouge en fait de cet essai, c'est le cas de le dire, rouge. Et puis de tous nos essais au quotidien. Et de tous les essais au quotidien. Est-ce Mais qu'on là, peut conduire ça? là Est-ce que ça a du sens de conduire ça au quotidien? autant un trail ou un roadster, oui évidemment. Ouais. Alors après, il faut nuancer. Là, est-ce que ça a du sens? Moi, clairement, sur 12 jours, si je me projette à l'année, non. Non. C'est trop violent. C'est trop contraignant. Sur la S, on a une selle monoplace. Donc pas de passagère. Donc pas de passagère. Pas de top case non plus. Pas de top case non C'est plus. dommage. Non, mais voilà, ouais, c'est ça. Un sac tout de suite. On est encore plus sur l'avant. Voilà, le paradoxe, c'est que plus la législation s'est refermée sur nous, plus on a contrôlé les vitesses, plus les sportifs se sont radicalisés. Ce qui pourrait être un paradoxe, mais en fait non, c'est parce qu'en fait maintenant ils sont destinés au circuit. Donc c'est normal qu'elles soient devenues de plus en plus typées circuit. Or, question, est-ce qu'on peut rouler sur la route? Oui, on peut évidemment. Quelqu'un qui a 20 ans là, qui va regarder, il va se dire, écoute, Véron, Roule. c'est normal que toi tu n'y arrives plus. Moi, ouais. Peut-être qu'il a raison, c'est peut-être ça, mais le fait est que les sportifs d'il y a même une quinzaine d'années étaient quand même plus faciles, notamment les CBR. Honda jouait là-dessus, le total control, etc. Une position moins dingue, des suspensions un peu assouplies, une attention à l'épaisseur de la selle, parce que là c'est rikiki. Enfin, toutes ces petites choses qui font qu'aujourd'hui, c'est un peu raide, quoi. Moi je veux bien la sortir de temps en temps quand il fait beau et tout, mais rouler tous les jours, non. Ou l'emmener sur circuit comme le monsieur qui avait sa R1M. Et de toute façon, quand on regarde en temps normal, hors Covid, les dates de stage de pilotage, location de circuit, c'est plein à l'année. Enfin, quelqu'un qui roule tous les jours avec ça, ça me rappelle en fait les gars qui roulaient sur les cafés raceurs dans les années 60, quoi. Bon, en fait, tu vis par la moto, pour la moto, et tu vis que pour ça. Ce qu'on fait aujourd'hui plus facilement avec un trail ou un roadster, oui, évidemment, là, tu peux rouler tous les jours, c'est hyper confort, quoi. Alors en revanche, tu me parlais des concurrentes aussi. ZX10R, Fireblade, GX1000. Est-ce que c'est plus facile? Finalement, non. Alors je préfère celle-là à une GX-R 1000 qui pour moi est trop large, moins intuitive en ville, moins virevole. Enfin, elle n'a pas un côté feuille, tu vois, feuille d'automne. La GX-R, il faut l'emmener, même une ZX10R, quoi. La CBR, tout est un peu moins progressif parce que bizarrement, elle est agréable aussi parce que toutes les commandes sont progressives. C'est sympa, quoi. Même l'anti-wheel. Oui, voilà. Elle est hyper. Enfin, on sent les décennies d'expérience, on sent le jus de cerveau, quoi. Ça ne veut pas dire que chez les autres, non. Mais ils ont plus tendance à repartir d'une feuille blanche comme la CBR là. Là, il y a quand même du charme. C'est ça aussi qui fait que. Donc, moi, je préférerais rouler avec la Panigale qu'avec n'importe laquelle des autres. Voilà. Et puis au final, mine de rien, de toute manière, comme un motard aujourd'hui conduit en moyenne 3000 km par an par rapport aux 10 000 d'il y a 20 ans, finalement, il peut prendre ça s'il a envie pour se faire plaisir, mais pour le look et puis pour sortir le week-end. Enfin. Alors voilà, en effet, quand on pense essai au quotidien, c'est vraiment le motard pur et dur, quoi. Mais aller au boulot une fois par semaine avec sa moto, alors là oui, bien sûr, évidemment, on choisit le bon moment, on choisit quand il fait un peu chaud, mais pas trop, parce que sinon on se brûle les pattes. C'est vrai que si on a le choix et qu'on a les moyens, oui, autant prendre celle-ci, quoi. Pour toutes ces choses que j'ai dites. Parce que le modèle 2021, on va être clair, il n'y a pas grand-chose. Un peu d'électronique, aux normes Euro 5.
Un petit chouïa de basculement sur l'avant, voilà, des poignées chauffantes. Mais voilà, c'est le résultat de toutes ces petites évolutions, comme une BMW GS d'ailleurs, qui est partie d'une R80 en 1980 et puis qui arrive aujourd'hui avec tout le poids de cette expérience-là, dans le moindre détail de la moto, quoi. C'est ça en fait une moto d'exception. Et c'est ça qui fait que c'est quand même plaisant à essayer au quotidien? Et c'est ça qui fait que, ouais, bah oui, oui. Oui, parce que franchement, moi je suis toujours sensible à ça, hein. Le bruit, le regard des autres. Et puis ce moment où on est sur la ligne droite, ça va, il n'y a trop personne. Paf! Et puis là, alors donc le V4, hein, toujours un peu creux, parce que c'est typiquement la caractéristique des architectures V4. Et puis on arrive en haut, puis là, on passe au shifter, les rapports, et puis bon bah voilà quoi, c'est un shoot quoi. Le côté élastique Ah ouais. jusqu'à la fin. Oui, oui, ça marche toujours quoi. Bon, en fait, Ça, tu es c'est capable de repartir 15 jours avec et puis ça va être difficile Bon, de la 15 jours, rendre mais quand pas même. plus. Merci Zef. Eh ben non, bah merci au repère, merci à Ducati, merci à la vie quoi. Merci à vous de C'est nous ça. suivre et puis on vous dit à très vite pour un nouvel essai au quotidien Ouais. avec toi. Ah ouais. Et puis on enchaîne tous les essais des millésimes 2021 en ce moment Ça sur repart, là. circuit, il fait beau. Ça fait vraiment du bien de pouvoir sortir, ça fait du bien de pouvoir s'exploser, pas trop mais un peu quand même sur circuit pour aller tâter certaines sportives. On va bientôt tester également la toute dernière Hayabusa. Toi tu as testé la version 250 chevaux, c'est ça? Ou 300? Alors, 350 chevaux. Pardon, j'en avais oublié 100 au Ouais, passage. une broutille. On n'est plus à ça près. Par turn bike, mais je suis curieux de voir, là pour le coup, au quotidien, ce que vaut cette Hayabusa. Parce que là, c'est possible qu'on ne soit plus sur ce genre de modèle extrême avec une position un peu plus sympa. Bien sûr, on ne pourra pas exploiter le moteur, mais il y aura peut-être plus de coffre à mi-régime qui manque un petit peu là. Et de rondeur. Donc à très vite pour un prochain essai sur le repère des motards.